Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face, le procès pour assassinat du père Hamel s'est ouvert hier. L'attaque terroriste aurait-elle pu, est-elle évitée? En tout cas, on en parle ce matin avec Georges Fenech. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, ancien député, ancien magistrat, président de la commission d'enquête parlementaire des attentats de Paris de Saint-Denis et auteur de ce livre Bataclan, Paris, Stade de France, le procès aux éditions du Rocher. Oui, donc c'est vrai, à l'occasion de ce procès, on a décidé de reparler un petit peu des enquêtes, de la vigilance ou pas, justement parce que là il y avait eu ce qu'on appelle des signaux faibles qui n'avaient pas été pris en compte, et bien souvent encore d'ailleurs il y a des interpellations où il y a en fait en tout cas de la vigilance qu'il faut mener autour de certains dans certains quartiers, à certains moments donnés en fait aussi de l'année. Voyons d'ailleurs avant avec vous dans le factuel sur les propositions, Maxime Troulot, ce que disent les candidats autour de cette protection. Oui, et comment protéger activement notre sol? C'est celui sûrement qui en a le plus parlé, c'est Éric Zemmour. Il veut fermer définitivement les lieux de promotion du djihad, expulser les fichiers S et tous les étrangers condamnés pour délits ou crimes. Projet assez similaire pour Valérie Pécresse qui veut expulser des étrangers inscrits dans les fichiers antiterroristes, mais aussi elle veut une reconnaissance faciale dans les transports en commun. Et puis Marine Le Pen veut lutter contre les filières djihadistes avec une déchéance de la nationalité française, une expulsion et une interdiction du territoire pour tout binational lié à une filière djihadiste. Jean-Luc Mélenchon veut lui un arrêt progressif des opérations Sentinelle. Il veut remplacer les militaires pour y mettre des policiers. Yannick Jadot veut lui réformer les renseignements intérieurs. Point commun entre beaucoup de ces candidats, renforcer notre justice. Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen ou Yannick Jadot, ils veulent tous recruter des magistrats ou augmenter le budget de la justice. Alors aujourd'hui, la France a une lutte contre le terrorisme sur son sol, mais c'est aussi le cas à l'extérieur, au Mali par exemple. Alors quelle stratégie pour la France à l'étranger dans la lutte contre le terrorisme? Si Emmanuel Macron veut encore prendre son temps sur le sujet, tous sont assez d'accord. La France doit se retirer du Mali. Éric Zemmour parle même d'une politique africaine à repenser. Jean-Luc Mélenchon veut lui mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre Daesh. La seule à vouloir rester au Mali, c'est Anne Hidalgo. La France doit tout faire pour maintenir Barkhane au Mali. C'était ses mots il y a 15 jours. Merci Maxime Troulot. C'est vrai que c'est assez vaste en fait dans toutes ces propositions. Est-ce que aujourd'hui, Georges Fenech, on est mieux armé face au terrorisme? Mieux armé, je parle en fait au niveau du renseignement, notamment. Je pense qu'on peut le dire. Oui. On peut le dire. Pourquoi? D'abord, si vous voulez, on a, après les attentats du 13 novembre, pris conscience qu'il fallait effectivement passer à la vitesse supérieure, dans la mesure où on avait affaire à des menaces terroristes d'un nouveau type. Il a fallu se restructurer. On a créé, c'était l'une des propositions de la commission d'enquête que j'avais effectivement présidée, on a créé d'abord un centre national de contre-terrorisme directement rattaché au chef de l'État, qui est actuellement dirigé par Laurent Nunez. C'est pas rien. C'est un service qui coordonne la stratégie antiterroriste et qui s'assure effectivement d'une bonne coordination des services de renseignement, parce que des agences de renseignement, nous en avons. Il y en a au moins une douzaine. Il y a celle des douanes, des militaires, de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure, Tracfin, etc. L'important, c'est qu'il y ait un échange qui se fasse au niveau de ces agences. Alors, est-ce qu'on a amélioré cette coordination? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a eu d'abord un grand nombre, un effectif plus important au niveau de la DGSI. Il y a incontestablement une DGSI qui est pilote aujourd'hui du renseignement en France. Est-ce que tout est parfait? Je ne dirais pas cela. Et il y a l'une de nos propositions, d'ailleurs, à laquelle nous tenions à l'époque, qui n'a pas été mise en œuvre. C'est une des rares qui n'a pas été mise en œuvre sur les 40 que nous avions proposées. C'est je dirais, quid de la DRPP, c'est-à-dire la direction du renseignement de la préfecture de Paris. Oui, c'est-à-dire Regardez dans l'affaire qui est actuellement en cours de jugement, l'affaire de l'assassinat du père Hamel. Il y avait eu une note de la DRPP qui est compétente sur Paris. Paris, c'est un État dans l'État. Vous avez leur service d'élite, leur service de renseignement. On peut se demander pourquoi, d'ailleurs, il y a un service de renseignement spécifique à Paris. Pourquoi la DGSI n'a pas
tout le service de... Pourquoi ces frontières artificielles? Et dans l'espèce de ce procès, la DRPP avait adressé une note à la DGSI quand même, sur, non pas des signaux faibles, moi je les aurais qualifiés de signaux déjà forts, sur notamment Abdelmalik Kermiche, etc., qui déjà sur sa chaîne cryptée avait lancé un appel pour aller tuer des prêtres dans des églises, etc. Donc cette note n'est jamais parvenue à la DGSI. Voyez-vous? Donc ça pose un problème. Mais attendez, pourquoi elle n'est pas parvenue alors? On n'en sait rien. Il y a eu une enquête. C'est assez incroyable quand même, parce qu'elle avait été validée, cette note. Elle avait été validée, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un manque de fluidité, si vous voulez, entre la DRPP et la DGSI. Mais pourquoi conserver une DRPP? D'autant plus, je le rappelle, que depuis, il y a eu quand même l'attentat par Michael Harpon, lui-même fonctionnaire de la DRPP. Voyez-vous. Alors, il y a eu une enquête administrative interne, saisie de l'inspection générale d'administration, etc., pour savoir effectivement quel devrait être le devenir de cette direction du renseignement à Paris. Je ne sais pas où ça en est. Apparemment, on ne touche pas. Vous savez, Paris, c'est quelque chose de très difficile à bouger. Hein. Il y a une véritable puissance. Le préfet de police de Paris est très puissant. Il ne dépend même pas du directeur de la police nationale, il dépend directement du ministre de l'Intérieur, vous voyez. Donc voilà, ça c'est une réflexion que je vous livre ici. Je pense que on peut faire mieux encore dans la rationalisation. Et puis, je termine par là. Je pense qu'on a énormément de progrès à faire aussi au niveau du renseignement européen, de la coordination du renseignement européen. Nous étions allés à Europol, on avait bien vu que les États rechignent à donner de l'information dans cette base commune, alors que nous sommes tous concernés en Europe. On a vu les attentats du 13 novembre 2015, c'est une affaire européenne entre les Belges, la Grèce, la France, tout ça, il y a eu des mouvements qui nous ont échappé, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que le renseignement, avant les attentats du Bataclan, était plutôt sur du terrorisme façon GIA ou les FARC ou les choses comme ça, enfin en tout cas ces groupuscules-là, qui étaient plutôt des prises d'otages plutôt que des tueries de masse? Est-ce que finalement on n'avait pas du tout anticipé que le terrorisme pouvait évoluer? Oui, alors non, il y a eu, souvenez-vous, en 2012, l'attentat de comment il s'appelle, l'attentat de Toulouse. De Toulouse, oui. Mohamed Merah. Oui. D'ailleurs, il y aura demain ou après-demain, je crois, il va y avoir des cérémonies du côté de Toulouse. Oui, donc si vous voulez, il y avait déjà une surveillance, bien entendu, de tous ces mouvements islamistes. L'État islamique apparaît en 2013 à peu près, donc on le savait très bien, on connaissait l'existence d'Abdelhamid Abaoud, qui s'est, on peut dire, baladé en Europe en toute impunité. Donc voilà. Par contre, ce qu'on n'avait pas pris en compte véritablement avant le 13 novembre 2015, c'est que, et là je suis heureux que vous ayez fait cette différence entre la prise d'otage et la tuerie de masse. On avait toujours des protocoles d'intervention qui dataient du temps des prises d'otages, du GIA, etc. On avait toujours un petit quelque chose à négocier. Voilà. Là, il ne s'agissait pas de prendre des otages, il s'agissait de tuer le plus grand nombre de personnes. Notamment au Bataclan, on a relevé 90 victimes. Et donc il a fallu... après, dans un second temps, il y a eu une prise d'otage. On se souvient de l'intervention de la BRI à l'étage du Bataclan, mais dans un premier temps, c'était une tuerie de masse. Donc il a fallu revoir tous nos protocoles. Et là, nous avions été suivis aussi par le gouvernement à l'époque, puisque les primo-intervenants, c'est ceux qui arrivent en premier sur les lieux, ce qui était le cas devant le Bataclan, où il y avait la BAC, notamment, qui était déjà là, avec la force Sentinelle. Oui, là, il y a une guerre des territoires. À l'époque, ils ne pouvaient pas pénétrer dans un lieu confiné, il fallait attendre les quelques 20 minutes qui séparaient le temps de la BRI ou du RAID qui devait arriver. Aujourd'hui, ces primo-arrivants, c'est-à-dire les forces dites intermédiaires, sont équipés, formés par le GIGN, par le RAID, et en capacité d'entrer en milieu confiné sans attendre que la tuerie soit terminée. Parce que la tuerie, c'est en 10 minutes. Hein. Donc on a énormément progressé là-dessus, parce que la menace n'est plus la même. Ouais. Allez, quelle menace aujourd'hui, justement? Est-ce qu'il y en a toujours? Est-ce qu'il y a des signaux faibles ou des signaux un petit peu plus forts? Et la surveillance des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est probablement l'un des points clés. On va poursuivre avec vous dans un instant, Georges Fenech, donc ancien député, ancien magistrat et président de cette commission d'enquête après les attentats. Et on rappelle votre livre, puisqu'il y a le procès du Bataclan. Écoutez bien, ça s'appelle Bataclan, Paris, Stade de France, le procès, et c'est aux éditions du Rocher. C'est sorti il y a à peu près 6 mois, mais c'est toujours en vente, donc allez-y. Et si vous voulez poser vos questions, 0826 300 300. À tout de suite. Radio présidentielle 2022.
La vérité en face. La vérité en face, sommes-nous bien armés face au terrorisme? Pour en parler ce matin, Georges Fenech, avocat et président de cette commission d'enquête parlementaire des attentats de Paris et de Saint-Denis et auteur de ce livre, Le Bataclan, Paris, Stade de France, le procès aux éditions du Rocher. Oui, et nous en parlons parce que c'est vrai, il y a par exemple, ça reste un sujet de préoccupation majeure de notre société. Au moment où il y a le procès de l'attentat du Père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, il y avait eu des signaux qui n'avaient pas été suffisamment détectés ou en tout cas relayés. Est-ce qu'aujourd'hui, Georges Fenech, quand même, les services sont mieux organisés pour détecter l'ensemble des signaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors dans les mosquées? Dans les mosquées, on est quand même allé jusqu'à des fermetures, en fait, récemment, quoi. Oui, il y a eu 2 lois qui sont intervenues depuis 2015, importantes. C'est la loi du 28 février 2017, c'est-à-dire la SILT, la sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, et puis la loi plus récente en 2021, juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en plus? En réalité, on a pérennisé, si vous voulez, ce qui était dans l'état d'urgence. On a arrêté l'état d'urgence, et heureusement d'ailleurs, mais on a conservé dans le droit commun des éléments de l'état d'urgence. Donc, il est possible, par exemple, aujourd'hui, pour les préfets, d'ordonner des MICAS, on appelle ça des MICAS, des mesures individuelles de contrôle, de contrôle et administratif et de sécurité. Donc, les préfets peuvent obliger quelqu'un à pointer, à ne pas quitter une zone, etc. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis, je vais vite parce que le temps nous est compté. Mais la deuxième mesure qui me paraît importante aussi, celle qui a été intégrée dans la loi de 2021, c'est de permettre aux services de renseignement d'utiliser des algorithmes aujourd'hui intelligents, donc intelligence artificielle, pour surveiller tout ce qui est réseau Internet, connexion, URL, messages cryptés. Donc on a aujourd'hui des outils technologiques d'intelligence artificielle qui automatiquement détectent des mots-clés, etc., qui doivent augmenter la vigilance. Ça, aujourd'hui, la DGSI... Face au cyber-djihadisme, quoi, qui se développe, quoi. Ça, voilà, c'est pérennisé, parce que c'était valable que jusqu'en 2021, ça a été pérennisé, ça c'est un point important. On a aussi autorisé, c'est un point qui peut paraître un peu accessoire, mais quand même, j'y tiens, parce que ces individus qui passent à l'acte, non seulement ce sont des djihadistes, des idéologues, etc., mais on se rend compte souvent qu'ils ont des personnalités hybrides, à la limite psychiatriques, quoi. Donc aujourd'hui, la DGSI a accès à un nouveau fichier qu'on appelle OpsiWeb, hospitalisation d'office, de ceux qui sont internés psychiatriques d'office et qui risquent de sortir libérés de l'hôpital, quoi. Donc automatiquement, la DGSI le sait parce qu'elle l'a dans son fichier. Alors elle le sait, mais est-ce qu'elle peut surveiller en fait derrière, quoi? Alors c'est difficile. Alors, on peut pas mettre un policier derrière ou un enquêteur derrière chaque personne. Qui les surveille et qui surveille, j'insiste beaucoup aussi, les sortants de prison, ceux qui ont été condamnés pour fait de terrorisme, qui ont purgé au moins 5 ans et qui se retrouvent en liberté. Alors là, il y a un angle mort, je dirais. Ce qu'on a, notre dispositif actuel, c'est l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui a une cellule spéciale qui est chargée de les surveiller en particulier, mais une surveillance, c'est compliqué. C'est une vingtaine d'hommes pour un individu à surveiller, si vous voulez faire 24 heures sur 24. Donc c'est difficile à réaliser. C'est pourquoi moi j'étais plutôt favorable, et c'est d'ailleurs une des propositions de l'opposition actuellement qui n'a pas été retenue, c'est de prévoir une rétention de sûreté pour les terroristes qui ont purgé leur peine, mais qui présentent toujours un état dangereux. Cette notion de dangerosité criminologique. Comment vous la déterminez alors? Alors il y a une commission pluridisciplinaire. Alors ça existe déjà pour les criminels sexuels, les tueurs en série, etc. J'en avais été rapporteur. Je connais le dispositif. Et donc, si vous voulez, pourquoi ne pas l'appliquer aussi aux individus dangereux en matière terroriste? Ça existe déjà. Oui, parce qu'il y a une libération de plusieurs en ce moment. Il y a 500 qui sortent. En tout, il y en a déjà 200 qui sont sortis. Donc, c'est qu'une commission pluridisciplinaire, magistrats, éducateurs, psychiatres, psychologues, agents pénitentiaires, qui examine l'individu au moment de sa sortie pour savoir est-ce qu'on peut le sortir totalement ou est-ce qu'on le met dans un établissement intermédiaire médico-socio-judiciaire où certes il est encore privé de sa liberté. Ça n'est plus une prison, mais il y a une privation de liberté. Tant qu'on l'estime dangereux, on ne le lâche pas. Ça existe pour les criminels sexuels, pourquoi on ne le ferait pas pour les terroristes? Georges Fenech, est-ce qu'on n'arrête pas de parler de déradicalisation? Est-ce qu'il y a un moment donné, c'est pas un peu n'importe quoi? Moi, je n'emploie plus le terme de déradicalisation.
Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Mon expérience à la tête de la mission sur les sectes m'a appris que quand quelqu'un est endoctriné, il faut une psychothérapie de 20 ans pour essayer de le remettre d'aplomb.